Bonjour tout le monde. Bonjour. On va attendre un peu que tout le monde se connecte tranquillement. Est-ce que déjà vous nous entendez bien? Normalement, il y a un petit onglet chat pour nous dire si vous nous entendez bien et si vous voyez bien notre écran. Parfait, merci beaucoup Céline. Et bah, bonjour de Nantes. J'espère que vous n'avez pas trop chaud à Nantes. Que la clim fonctionne dans vos bureaux ou les ventilos. Tu veux qu'on attende jusqu'à 2 ou 3, Thomas? Ouais, très bien Céline, faisons ça. Ah oui, 42 degrés. Il est 32, on va attendre encore une petite minute. Allez, Allez, il est 33. en même temps. Quand même. Et bah, c'est parti. Et bah, déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qui est organisé avec Culture RH dans le cadre du RH Digital Forum. Le RH Digital Forum, c'est une journée de webinaire entièrement dédiée à vous, les professionnels RH, avec un objectif simple, vous aider à identifier des solutions concrètes pour répondre aux grands enjeux RH d'aujourd'hui et de demain. Entre recrutement, IA, formation, transparence des salaires, avantages salariés, bref, les équipes RH doivent aujourd'hui jongler avec des problématiques toujours plus nombreuses et des outils en constante évolution. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter en quoi Lucas est l'outil qui peut vous aider dans votre démarche de conformité à la directive sur la transparence des salaires. Donc, je me présente, je suis Séléné Courteau, experte transparence chez Lucas, et je suis accompagnée aujourd'hui de Thomas Bonin, spécialiste rémunération chez nous. Merci beaucoup Céline. Enchanté également. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Thomas. Je travaille dans l'équipe qui développe Lucas Rémunération. Et autant vous dire que depuis plus de 6 mois maintenant, on est très occupé par les développements qui vont vous permettre d'être en conformité avec la nouvelle directive. Et on a hâte de vous présenter tout ça avec Céline. Donc merci encore à toutes et à tous pour votre présence. Donc pendant cette session, on va commencer par une introduction au sujet de la transparence salariale et voir un peu tout ce que vous devez retenir pour y faire face. On vous partagera également un état des lieux de la transparence salariale via une étude que nous avons réalisée grâce à nos retours collectés sur le terrain en direct chez nos clients. Et enfin, nous verrons précisément comment Lucas permet de se mettre en conformité face à cette directive européenne. Avant de débuter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme le disait Céline, on a pas mal de membres de la team Lucas qui sont avec nous en coulisses. Carla, Maëlys, Céline et Théo. Et puis on aura évidemment à la fin une session de questions-réponses en live.
Pour ce qui est du replay, pareil, Céline l'a écrit dans le chat, mais on vous enverra un email d'ici demain avec le lien du replay. On va pouvoir, commencer, et juste avant, Céline va vous partager un petit sondage. Le but là, c'est de connaître un peu votre état d'esprit face au sujet de la transparence salariale, savoir, un peu à quel point vous sentez, serein et armé aujourd'hui pour aborder cette, directive. Donc on vous laisse quelques instants, pour y répondre. Donc entre 1, le flou artistique et 5, la sérénité absolue. Bon, bah, je vois que c'est un peu le flou pour tout le monde et que les repères s'installent. On va essayer, de vous faire une rapide présentation de la transparence avant de vous parler de comment Lucas vous aide, pour ça, histoire que ce ne soit un peu moins le flou avant de continuer la suite de la présentation. Thomas, je peux te laisser aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc déjà, on va faire, voilà, le mot transparence, tout le monde en entend parler, ça fait des mois et des mois qu'on en entend parler et il y avait une date fatidique, c'était le 6 juin. Et bah, le 6 juin est passé et aux dernières nouvelles, on n'a toujours pas de loi sur la transparence salariale. Et bah, voilà, on est un peu en retard. Alors vous allez me dire, on n'est pas tout seul, la grande majorité des voisins européens sont aussi en retard, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne nouvelle. L'Union européenne l'a même dit, ils n'accepteront pas le retard. Bref, on est bien parti. Alors, actuellement, on a quand même un projet de loi qui a été proposé et Jean-Pierre Farandou, notre ministre du Travail, a confirmé sa volonté que le projet de loi soit adopté d'ici la fin de l'année. Donc, ça voudrait indiquer une mise en place à partir de janvier 2028. Donc, vous allez me dire, on a gagné une année. Oui, on passe de janvier 2027 à janvier 2028, mais cette année, elle n'est pas de trop. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous, notamment si c'est toujours autant le flou sur cette directive, parce que ça laisse un délai qui est beaucoup plus raisonnable pour vous mettre, pour faire ce travail préparatoire avant de faire ce fameux calcul. En effet, la transparence, ce n'est pas juste un calcul que l'État va vous demander, c'est beaucoup plus de choses. Il y a un chemin pour se mettre en conformité qui va prendre beaucoup de temps pour certaines entreprises, pas pour toutes, mais c'est vraiment quelque chose c'est un travail fondamental et qui va prendre du temps au sein des entreprises. En effet, il va falloir transformer les process, faire un switch culturel, former les collaborateurs, structurer votre rémunération, vos collaborateurs. Bref, il y a un énorme travail préparatoire et le but de ce webinaire ici, c'est de vous montrer comment Lucas peut vous aider à faire tout ça avant de faire ce fameux rapport de la transparence. Mais un conseil à retenir, c'est que ce sujet, c'est un sujet qui prend du temps. Donc, ne prenez pas ce décalage comme « Ah, bah, j'ai du temps, je regarderai ça dans un an ». Non, non, il faut le commencer dès maintenant. Comme ça, vous avez le temps pour le faire bien et pas dans la précipitation à la dernière minute. Hop. On va quand même faire un petit tour de c'est quoi la directive, donc les 4 piliers majeurs de la directive. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est chaque pilier, mais je ne rentrerai pas dans le détail absolument. Céline, elle va vous partager des assets tout au long de la présentation que vous pouvez regarder à tête reposée après coup. On a fait pas mal d'assets sur le sujet avec Lucas, donc comme ça, vous avez de quoi faire et de quoi creuser le sujet. Donc, avant de savoir comment nous on fait pour s'organiser, qu'est-ce qu'il faut faire, on va déjà repasser en détail les 4 piliers fondamentaux qui changent les pratiques RH. Le tout premier, c'est la transparence au recrutement. Alors, qui dit transparence au recrutement, c'est 2 axes majeurs. Donc déjà, maintenant, il va falloir mettre une fourchette salariale dans toutes vos offres d'emploi. Une fourchette, pas un râteau. Donc le de 20 000 à 70 000, on oublie, c'est pas très clair. Par contre, l'État n'a pas précisé encore à quel point il faudra être précis. Mais bon, le but ici est donc vraiment de donner une avis et d'arrêter ces fameuses rémunérations selon profil, qui sont un peu floues et pas du tout objectifs. Et ensuite, le vrai changement majeur, surtout dans nos pratiques françaises, c'est l'interdiction de demander l'historique salarial. En effet, on ne pourra plus demander à un collaborateur « Vous êtes payé combien dans votre entreprise actuelle ?» Pourquoi ? Parce qu'en fait, on essaye d'arrêter de transposer les inégalités d'une société à une autre. Parce que s'il y a une inégalité à un moment, eh ben, vous allez continuer à décaler cette inégalité de société en société. Donc ça, c'est le premier axe sur la transparence au recrutement.
Ensuite, on en a un sur la transparence en interne. L'argent, on le sait, c'est assez tabou. Et ben là, il va falloir faire en sorte que ce soit un peu moins tabou. En effet, il va falloir communiquer sur vos critères de rémunération et d'évolution et de manière très claire, très précise et transparente à tous vos collaborateurs. Un collaborateur devra plus se demander pourquoi je suis augmenté, je ne sais pas, et pourquoi lui il est, ben, on ne sait pas. Ça marche plus. C'est plus possible de dire ah mais lui je l'aime bien donc on y va, on l'augmente. Ensuite, un salarié, et c'est là où ça fait peur, il va avoir le droit de vous demander l'accès au salaire moyen, pas le salaire de tout le monde. Il va avoir le droit de vous demander par rapport à mon poste à valeur égale, on reviendra un peu plus tard sur ces fameux valeurs égales, quel est le salaire ventilé par genre sur les postes équivalents au sein de mon entreprise. Ça, c'est un sujet qui va prendre un peu de temps pour vous. On a bien évidemment un sujet sur le reporting. Il va falloir calculer, publier et communiquer les écarts. La directive européenne imposait un seuil à partir de 100 collaborateurs. La transposition française a déjà annoncé qu'elle l'abaisserait à toutes les entreprises à partir de 50 pour se mettre, se mettre au même niveau que ce qui se passait avec l'index EGAPRO. Donc voilà, à partir de 50 collaborateurs au sein de votre entreprise, il va falloir faire ces fameux reporting. On attend encore plus en détail par des décrets le détail exact de ce qui va être attendu dans les calculs, mais il faut vous dire qu'à partir de 50 collaborateurs, vous allez être concerné par cette obligation. Et enfin, la dernière, si la fameuse correction, si des écarts de plus de 5% sont visibles et ne sont pas justifiés, parce que bien évidemment, des écarts peuvent exister et on ne vous demande pas que tout le monde soit payé avec le même salaire, mais il faut juste être capable de le justifier. Et si il y a un écart de plus de 5% qui n'est pas justifié, il va falloir le corriger. Sinon, vous risquez des pénalités financières. Donc, en résumé, on ne va plus pouvoir gérer les augmentations au feeling, à la tête du client. Lui, je l'aime bien, lui, je l'aime pas. Ça ne marche plus. C'est plus possible. Il va falloir faire des critères fiables, transparents et objectifs. Donc, tout ça, il faut que vos obligations, pour répondre à ces obligations, il va falloir absolument que toutes vos décisions, elles reposent sur un cadre clair, mesurable et défendable. Et c'est exactement pour répondre à ce défi qu'on va vous montrer comment structurer tout ça dans Lucas. Mais avant ça, je vais laisser Thomas vous parler un peu de l'étude qu'on a fait auprès de nos clients. Et oui, comment ça se passe sur le terrain? Donc nous, on discute très régulièrement avec nos clients depuis ces derniers mois sur le sujet de la transparence. Donc on a bien au clair tous vos enjeux. En parallèle de ça, on a réalisé une étude sur la base de plus de 4500 clients Lucas, ce qui représente environ 310 000 salariés. L'étude qu'on a publiée en mars 2026, elle va mesurer les inégalités salariales et le niveau de maturité des entreprises face à cette directive. On a fait des observations hyper intéressantes qui montrent que la maturité sur le sujet, elle est encore faible dans la plupart des entreprises. Donc Céline va vous mettre à dispo le lien de l'étude, comme ça vous allez pouvoir la lire plus en détail si ça vous intéresse. Et en attendant, on vous a préparé avec Céline une petite synthèse des points les plus marquants avec les chiffres à l'appui. Et on va commencer par le premier. Alors, le premier, c'est ce fameux 6%, 6% de nos clients qui ont un référentiel métier. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel métier? Eh ben, c'est un peu le jargon pour dire ce fameux travail de valeur égale. C'est cette notion qui est centrale au sein de la directive et qui n'est pas facile à comprendre, on se l'entend. En fait, ici, en résumé, il faut se dire que les collaborateurs, on va devoir les comparer entre eux. Et ce n'est pas lié à un même poste, mais c'est vraiment tous ceux qu'on estime qui font un travail de même valeur, qui ont le même impact dans l'entreprise. Si je prends un exemple très simple, un développeur back-end et un développeur front-end, ce sont deux métiers différents, mais pourtant, on pourrait les comparer dans le même travail, puisque à part la notion de back-end et front-end, ils font le même métier. C'est ce fameux travail de valeur égale. Donc, c'est ça qui est compliqué. À l'heure actuelle, le gros challenge, c'est de définir ces fameux emplois de valeur égale. Tout le monde a des intitulés de poste, bien sûr, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cohérence entre les deux. Et donc ici, il va falloir venir créer un référentiel métier basé sur des critères objectifs et peser pour chaque poste pour le positionnement du collaborateur et le placer au bon endroit. C'est vraiment une pierre angulaire par rapport à ce chantier de mise en marche vers la conformité. Et on va vous montrer un peu après comment ça se traduit chez nous, chez Lucas. On passe ensuite à un autre constat dans notre étude, c'est la justification des écarts. On voit une différence de salaire homme-femme de 7,2% à poste de valeur égale.
et cet écart, du coup, dépasse le seuil des 5% fixé par la directive. Et ces écarts, il va falloir justement les justifier et potentiellement les corriger. Donc, comme l'a dit Séléné, la directive a fixé une limite à 5% d'écart entre la rémunération moyenne des hommes et des femmes à poste de valeur égale. Et au-delà, si l'écart n'est pas justifié, alors vous serez à risque d'amende. Il y a une nuance cependant à bien avoir en tête, c'est que la directive ne vous demande pas de payer tout le monde de la même manière, mais il faut simplement être capable d'expliquer clairement les différences de salaire. Donc, a priori, il n'y aurait rien d'anormal à mieux payer Bertrand que Virginie si lui est au-dessus des attentes depuis 2 ans et qu'il atteint 107% de ses objectifs, quand Virginie, elle, est en dessous des attentes et qu'elle est à 75% d'atteinte de ses objectifs. Tant que l'on est en mesure, du coup, de justifier ces écarts-là. Un des chiffres qui est également ressorti de notre étude, c'est que 40% des collaborateurs n'ont aucune évaluation de performance formalisée. Et pour ça, on va prendre le temps juste après de vous expliquer comment vous allez pouvoir justement formaliser tout ça directement dans Lucas. Et un dernier chiffre qu'on voulait vous mettre en avant aujourd'hui, c'est que 70% des managers ne sont pas formés pour justifier les écarts des salaires. Du coup, les managers, c'est ceux qui vont être en première ligne, notamment lors des process de revue salariale, mais c'est aussi ceux qui vont devoir appliquer votre politique salariale et justifier les décisions auprès de vos collaborateurs. L'étude, elle nous a montré que vraiment, il y a une grande majorité des managers qui ne sont pas formés à la politique salariale de leur entreprise et qui ne se sentent pas aptes à répondre aux managers à leurs questions. Et encore plus dans un contexte où les règles se corsent, il va falloir être de plus en plus transparent et précis. Le petit warning ici qu'on essaie de mettre en avant, c'est la transparence salariale, c'est un sujet dont on entend tous parler. C'est sur toutes les bouches depuis plus de 6 mois, tout le monde entend parler, les collaborateurs, les managers, les admins. Plus on va en entendre parler, et notamment plus quand on va se rapprocher de la transposition, plus les collaborateurs vont avoir des questions. Plus ils vont avoir des questions, plus ils vont se tourner vers leur manager. Si les managers ne savent pas répondre, ils vont se tourner vers vous. Donc plus ils se tournent vers vous, plus vous aurez de questions. Ici, il y a vraiment un travail de conduite du changement à prendre en compte dans cette directive de la transparence salariale et de bien penser à former l'intégralité de vos collaborateurs à cette directive, oui, mais aussi à expliquer votre politique salariale, la rendre accessible et claire pour tous. Merci Séléné. On passe du coup maintenant au constat terrain. Donc, comme je vous le disais depuis au début de cette session, on discute très très souvent avec nos clients sur ce sujet. Et là, on vous a dressé les 3 constats les plus marquants dans nos différentes conversations. Le premier, ça va être le vrai chantier, ce sont les fondations RH. Un client me disait l'autre jour, notre plus gros challenge, c'est définir les emplois de valeur égale. On a des intitulés partout, mais aucune cohérence. Donc, on retrouve notre fameux travail de valeur égale. Donc, c'est une notion qui est vraiment centrale dans la directive. Et on vous montrera dans notre démo juste après comment on va arriver à consolider vos fondations RH grâce à Lucas. Le deuxième constat, on a des processus, mais ils sont peu formalisés. J'ai également entendu on fait des revues salariales tous les ans, super, mais les justifications ne sont jamais tracées. Tout est dans la tête de nos managers. Donc, je suis certain que vous faites déjà plein de choses très bien, mais il faut simplement aller un cran plus loin et s'équiper pour arriver à historiser toutes ces informations qui sont cruciales pour les directives. Le troisième constat, la loi ne s'arrête pas juste au reporting, au partage. Il faut aller au-delà, jusqu'à la justification, qui est aussi super importante. On m'a aussi dit, si un collaborateur me demande pourquoi il gagne moins que son collègue, je dois pouvoir répondre et prouver que c'est justifié. Ici, en effet, il faudrait être capable d'aller plus loin en ayant les justifications à portée de main pour être en mesure de répondre concrètement à vos collaborateurs. Donc, pour résumer, on s'est basé sur ces trois constats pardon, qui nous ont vraiment guidés côté produit pour identifier les fonctionnalités Lucas qui répondent concrètement à vos enjeux. Et on va justement vous présenter tout ça. Juste avant de passer à cette démo, on voulait vous présenter un peu comment nous, chez Lucas, on a décidé d'aborder ce sujet. Alors, il faut savoir que la transparence chez Lucas, nous, c'est une de nos valeurs fondatrices depuis 2002.
on parle vraiment de transparence par défaut. Donc, ça va toucher à la fois à la rémunération, aux chiffres, aux résultats, aux informations en général qui vont vraiment être partagées par tous, à commencer par les grilles de salaire, du coup. Donc, Lucas va au-delà de la directive. Non seulement nos grilles et nos critères vont être publics, mais aussi les salaires individuels de chaque salarié, qui vont être du coup accessibles par tout le monde, y compris celui de Gilles, notre PDG. Tous les salariés de chez Lucas, quel que soit leur niveau hiérarchique, peuvent consulter le salaire de leurs collègues, donc y compris celui de Gilles, et avoir un historique de rémunération année par année. Chez Lucas, on a mis presque 1 an pour arriver à définir notre référentiel métier et grade dont parlait Séléné, et le partager du coup à tous les collaborateurs. Donc, bien avant, enfin, on n'a vraiment pas attendu cette directive pour se lancer sur ce gros chantier-là. Donc, comme vous pouvez le voir, nous, on est très, très actifs sur ce sujet, aussi en tant qu'éditeur de solutions SIRH. Mais on est aussi des pionniers de la transparence depuis déjà de nombreuses années. Et on essaie d'observer ce qui se passe en Europe et en France. Et on va vraiment l'injecter dans nos produits, le fruit de toute notre expérience au quotidien. On va essayer de mettre à disposition. Voilà pour comment ça se passe chez Lucas. Et maintenant, on va donc passer à l'action. Oui, alors du coup, on va maintenant vous montrer comment concrètement les solutions Lucas, elles vont vous aider à vous mettre en conformité tout en modernisant vos pratiques RH. Et donc tout ça dans le but de faire de la transparence un vrai levier d'attractivité et de motivation et pas juste une contrainte. Ici, ce qu'on vous présente, si vous voyez nos 6 solutions phares par rapport à la transparence salariale, c'est vraiment, on a un écosystème de 6 solutions qui fonctionnent ensemble et qui se répondent. On a un trio cœur qui est composé de rémunération, performance et socle RH, et 3 solutions qu'on appelle un peu booster, recrutement, engagement et formation, qui permettent d'accélérer la machine et de faciliter l'accompagnement au changement. Là, on va vous montrer via un storyline différents écrans avec Thomas de nos 3 solutions cœur pour vous montrer comment ces 3 solutions vous aident à répondre à cette fameuse directive. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Je ne vois plus le chat. J'imagine que c'est bon. Alors, attends. Et je regarde. Oui, c'est bon. Hop. Parfait. Parfait. Merci. Merci. Du coup, il faut bien commencer quelque part pour se mettre en ordre de marche. Et donc, la première chose, c'est de structurer ces données. On en a parlé, c'est d'avoir ces fameux groupes d'emplois qui sont comparables et qui sont demandés par la directive. Donc, avant de vous montrer comment on le paramètre, on va vous montrer déjà où ça se trouve dans Lucas. Donc ici, dans Lucas, vous pouvez retrouver toutes les informations de vos collaborateurs dans le dossier RH, dans Socle RH. On a donc l'historisation des qualifications d'un collaborateur. On va voir tout au long de sa carrière ses évolutions. Ces informations, elles sont stockées, historisées, et donc c'est parfait pour la directive puisque vous avez tout ce qu'il vous faut à disposition directement dans Socle RH. Pas besoin d'aller chercher dans un Excel à gauche, à droite. Vraiment, vous avez tout de manière centralisée sur votre collaborateur. Ici, par exemple, on voit que Daniel, il était d'abord Chief Operation Officer et il est passé HR Operation Director. Donc voilà, ça, c'est vraiment une façon simple et claire de voir son historique. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on le paramètre? Et c'est ce fameux référentiel métier et grade dont on vous parle depuis le début. Donc, avant de vous montrer à quoi ça ressemble directement dans Lucas, je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple, le plus simple possible, parce que c'est un sujet qui est un peu complexe à prendre en main. Ici, si on vulgarise, il faut vous dire que vous allez prendre tous vos collaborateurs un par un et vous allez lui associer une qualification, comme si vous le mettez dans une case. Qu'est-ce que c'est qu'une qualification? Vous allez me dire. C'est une combinaison de plein de facteurs. C'est une combinaison d'un métier et d'un grade. Donc là, comme ça, je me doute que vous allez trouvé ça très compliqué, mais en fait, vous allez voir, on va vous montrer étape par étape comment on fait dans Lucas et ça sera plus simple pour vous à la fin. Donc, la première chose, c'est ces fameux métiers.
Ici, c'est parti, on liste tous nos métiers. Cette étape, elle est assez simple, vous allez me dire, mais c'est la base, elle est primordiale. Donc ici, il va falloir lister tous vos métiers au sein de votre entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un métier? Un métier, c'est le rôle ou la fonction concrète que le collaborateur exerce au sein de votre entreprise. Donc voilà, on fait la liste de tous ces fameux métiers. En face de chaque métier, on va lui associer une filière. Donc vous voyez ici, j'ai designer, R&D, etc. Une filière, c'est une grande famille d'emplois. Elle vous permet de classer et d'organiser votre référentiel par grand domaine d'expertise. Vous le verrez par la suite, ces domaines d'expertise nous servent dans le fameux rapport de la transparence salariale, vous pouvez filtrer dessus. Et donc, il faut vous dire qu'on a des métiers, et en face de chaque métier, c'est quoi la filière? Une fois qu'on a fait ces métiers, il va falloir définir les fameux grades ou niveaux. Ici, il faut vous dire, j'ai combien de niveaux chez moi? Si je prends un exemple très simple, chez Lucas, on a des consultants juniors, des consultants confirmés, des consultants seniors et des consultants experts. Ça fait 4 niveaux. Et en gros, il va falloir faire ce travail pour chacun de vos métiers et de vous dire, en face de chaque métier, j'ai combien de niveaux? On regarde à la fin, ça fait j'ai combien de grades? Donc ici, vous allez pouvoir dire, j'en ai chez nous 4, 5, 6. C'est à vous de définir et c'est à vous de faire en fonction. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est là où ça se complique un petit peu. Ici, il va falloir mettre la bonne qualification devant le bon grade. Une qualification, c'est un croisé d'un métier et d'un grade. Donc, consultant junior, consultant confirmé, etc., etc. Pour grouper ces groupes, vous allez devoir regarder des critères objectifs. Les compétences, les responsabilités, les efforts. Bref, c'est des critères qui vont vous dire à quelle qualification j'associe au grade 1, au grade 2, au grade 3. On va essayer de prendre des exemples un peu pour remettre ça au clair. Ici, vous voyez mon exemple de BizDev. J'ai que grade 1, 2, 3, alors que j'ai bien 4 grades dans mon référentiel métier. Et bien pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a pas de qualification au-dessus de Business Developer Senior et on considère qu'il n'y a pas de poste de niveau 4 au sein de notre entreprise. Par contre, si je prenais le métier CEO, CEO, ça n'existe pas un CEO junior, un CEO confirmé. Non, c'est pas possible. Du coup, on met juste CEO en face de grade 4 parce que il a le plus haut niveau dans l'entreprise. Et voilà, c'est un peu ça qu'il faut faire comme travail. Il va falloir jongler avec vos métiers et vos niveaux. Alors, je me doute, là, dit comme ça, je vous prends des exemples, ça a l'air tout facile, on sait que c'est pas si simple, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est pour ça que chez Lucas, on a utilisé de l'IA pour créer une fonctionnalité qui va vous permettre d'initialiser votre référentiel. Tout ça, ça va se baser sur vos intitulés de poste qui sont dans Lucas et ça va vous proposer un format Excel avec un référentiel personnalisé avec tous vos collaborateurs. Ici, il va falloir ensuite le modifier, l'adapter, l'importer, etc. C'est vraiment un fichier de base, un fichier de travail pour vous aider. Cette grille de référentiel métier, c'est vraiment la clé de voûte de votre mise en conformité. C'est vraiment un travail préparatoire à faire avant de construire vos grilles de salaire, vos grilles de compétences, etc. Donc, c'est vraiment un travail qui prend du temps. Et du coup, on essaie de vous aider grâce à l'IA et de vous faire une première version. Là, je vous montre un exemple. N'ayez pas peur, on se doute, ça fait un très gros Excel. Mais ici, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est l'IA, elle va prendre tous vos intitulés de poste et elle va vous proposer une liste de métiers, de grades et une qualification associée pour chaque grade. C'est vraiment une base de travail qui est assez complète, assez dense. Et il faut prendre le temps de la lire, de la challenger et aussi de la partager. Il faut la partager avec vos managers parce que c'est eux qui connaissent les métiers au quotidien. Il faut la partager avec vos représentants syndicaux parce que bien évidemment, c'est un travail à faire main dans la main avec eux. Donc voilà, il faut vous dire que c'est vraiment un fichier de travail. Et ensuite, il faut collaborer ensemble et réfléchir ensemble autour de ce fichier. Et ça vous évitera des problèmes par la suite si vous avez fait ça tout seul dans votre coin et qu'après, il va falloir expliquer pourquoi il y a ce grade et pas ce grade. Et enfin, dans l'autre onglet, c'est juste pour vous montrer, on a une préaffectation, pareil, des collaborateurs en face de on va mettre à chaque collaborateur une qualification. Ici, il faut vous dire que c'est vraiment une préaffectation, libre à vous de la changer, de la modifier, surtout que juste avant, vous allez avoir sûrement modifié votre référentiel de base parce que vous avez peut-être voulu le simplifier ou rajouter des catégories, etc. Donc, vraiment, c'est libre à vous de le modifier. Ici, l'assistant IA, il n'est pas là pour vous dire c'est parfait, voilà, c'est beau, voilà votre référentiel métier et grade, mais c'est plutôt pour vous dire voilà une très belle base de travail pour commencer et ne partez pas d'une page blanche, pas de panique. Donc, maintenant qu'on a fait ce magnifique référentiel métier et grade, je vais laisser Thomas vous parler de la seconde étape. Merci Séléné. Donc l'enjeu numéro 2, là, ça va vraiment être de formaliser sa politique salariale, comme on le disait précédemment. Ici,
l'obligation légale, elle dit qu'il faut rendre les critères de progression accessibles et être capable de corriger les écarts injustifiés. Donc, pour y arriver, il faut vraiment sortir de la logique au cas par cas et avoir vraiment un cadre stable, une politique salariale, une grille de rémunération par métier et par grade. Le problème, très souvent côté RH, on peut avoir justement ces fourchettes-là, mais ça existe dans un Excel et c'est là que ça coince. La mise à jour va être très compliquée et risquée. L'historique va être difficile à tracer. Le partage, souvent pas très bien sécurisé. Et l'accès partiel, très, très compliqué à gérer. Donc pour y répondre, on va regarder les solutions Lucas, à commencer par le benchmark, donc grâce à Lucas Rémunération, qui va du coup regrouper les données en temps réel de plus de 365 000 salariés en France. Ici, du coup, le but, ça va être de vraiment appuyer les données du marché pour vous aider à construire des grilles de rémunération qui soient cohérentes et compétitives. Donc là, dans la partie gauche du tableau, vous allez retrouver ces fameuses données du marché. Et dans la partie droite, vous allez pouvoir du coup venir mapper vos collaborateurs. C'est-à-dire que pour chacun des collaborateurs, vous allez pouvoir lui mettre en face un métier et une seniorité. Euh, donc là, on a un benchmark externe qui va combiner l'interne et un outil qui va permettre finalement de pouvoir visualiser de manière très très simple, en un coup d'œil, comment se situent vos collaborateurs et comment ils sont positionnés. On va regarder ensuite un troisième module qui est en cours de développement, qui s'appelle l'outil grille de rémunération. Ici, on va vous permettre de définir un cadre strict pour garantir que vos écarts à poste de travail égal, encore une fois, soient sous le seuil des 5%. Qu'est-ce qu'on entend par cadre strict? On veut pouvoir venir inscrire pour chaque métier et chaque grade le salaire minimum et le salaire maximum. Donc, vous aurez la possibilité de voir où situe Inès, où situe Benjamin, plutôt vers le bas ou le haut de la fourchette. Et comme on l'a vu avant, le référentiel métier va être une vraie pierre angulaire. Une fois que vous l'avez défini, vous allez pouvoir formaliser votre politique salariale, définir les niveaux de rémunération cible par qualification du coup, et les critères d'augmentation qui vont avec. Et ça va répondre du coup aux obligations de communication de vos collaborateurs. Le quatrième écran qu'on va regarder, c'est le suivi des collaborateurs. Cet écran, il est aussi en cours de développement. Il va vous permettre de vous assurer que les rémunérations de vos collaborateurs sont cohérentes d'une personne à une autre. Vous allez avoir accès au pourcentage de la dernière augmentation avec sa date et là où il se situe sur la fourchette de travail de valeur égale dans son grade. Là, on a voulu aller un cran plus loin avec ce module et pouvoir permettre aux administrateurs, à vous, d'avoir un écran super simple, encore une fois, et pouvoir très facilement anticiper le positionnement des collaborateurs et donc d'anticiper, pas besoin d'attendre que Benjamin se plaigne de sa rémunération. Vous pouvez le constater proactivement et mettre en place des actions correctives en amont de tout ça. On passe ensuite à la situation individuelle. Donc là, vous voyez en avant-première notre toute nouvelle situation individuelle. Ici, on a voulu complètement repenser cet écran qui existait déjà chez nous, mais en le basant sur de nombreux retours de nos utilisateurs qui nous ont aidés à l'améliorer. Cette nouvelle situation individuelle, elle va permettre de définir, là encore, un cadre strict pour la base de votre conformité. Ça a centralisé l'historique de toutes les rémunérations de vos collaborateurs. Et on va y retrouver du coup la composition du package, donc avec le salaire de base et les différentes primes, historisées évidemment. On vous l'a dit tout à l'heure, nous, cette situation individuelle, elle est donc accessible par tout le monde. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de la rendre publique et que tous les collaborateurs puissent voir les leurs.
mais on vous recommande quand même de la rendre disponible à chacun de vos collaborateurs pour eux-mêmes. Ça permet vraiment de se situer et de voir un peu l'historique, de suivre son évolution dans l'entreprise. L'écran d'après, c'est ce qu'on appelle chez nous la campagne de revue salariale. Ici, vous voyez un écran de paramétrage côté administrateur qui va vous permettre donc de définir un budget global pour votre campagne. Vous allez pouvoir du coup cadrer vos campagnes de manière automatique et garder un historique de toutes les évolutions de salaire. Sur ce deuxième écran, vous allez donc réussir à ajuster les enveloppes. Donc, vous voyez tous vos managers, le nombre de collaborateurs qui vont aussi superviser, et vous allez pouvoir simuler un peu les évolutions de budget en fonction des rémunérations projetées pour chaque manager et son équipe. Donc, ça vous permet d'être super précis et encore une fois, d'être dans un cadre bien enregistré sur l'outil Luca et donc historisé. Voilà pour du coup cette dernière partie. Je crois qu'il me manque un écran, c'est bon. Ouais, bon, c'est pas très grave, on va le faire. Ou alors je suis passé un peu vite. Non, non, je pense que je ne le vois pas, mais on peut en parler à l'oral. Ouais, il y a un dernier écran qu'on voulait vous montrer. C'était la campagne de revue salariale liée à Performance. Donc Performance, qui est un autre outil de Lucas. Là, l'idée, c'est de réussir, quand vous avez défini donc des suggestions d'augmentation, c'est prendre en compte l'évaluation de la performance du collaborateur et du coup d'être en mesure de dire, bon, bah, on voit que Marie va être au-dessus de ses attentes lors de son dernier entretien annuel. Donc, on va être en mesure de lui proposer 4% d'augmentation au lieu de 2 ou 3%, parce que c'est encore une fois justifié. On a du coup un lien direct avec son dernier entretien annuel et on voit sa performance. Donc là, vous allez me dire, OK, mais du coup, c'est quoi performance? Où est-ce qu'on arrive à mettre ces infos-là? Et donc, on va regarder ça tout de suite avec Séléné. Et on passe au troisième enjeu qui est objectiver avec la performance et les compétences. Merci Thomas. Du coup, pour remettre un tout petit peu de contexte, pourquoi on fixe des objectifs aux collaborateurs? C'est pour aligner leur contribution à la stratégie de l'entreprise. C'est aussi pour clarifier ce qu'on attend d'eux ou encore mesurer leur progression dans le temps. Tous ces objectifs combinés aux compétences que les collaborateurs développent au fur et à mesure, ça devient une base pour évaluer la performance d'un collaborateur. Et c'est cette performance évaluée qui va vous permettre, au moment de la revue salariale, de justifier objectivement une augmentation, une promotion, un maintien, etc. Ici, Lucas Performance, ça va vous aider à structurer tout ce cycle. Des objectifs fixés à un moment de l'année, jusqu'à l'évaluation qui vous permettent d'alimenter vos décisions de rémunération. On va donc voir comment on fait. Ici, l'idée de base, c'est simple. Toute décision salariale doit reposer sur un cadre clair et une évaluation objective. Avec Lucas Performance, vous allez structurer ces évaluations via des campagnes d'entretien. Et avant d'évaluer ou même de parler d'argent, il y a une question très simple à se poser. Qu'est-ce qu'on attend concrètement d'un collaborateur sur son poste? Pour répondre à cette question, on va déjà créer un fameux référentiel de compétences. Ici, vous allez prendre un poste et puis si on vous dit il est compétent, c'est bien trop vague. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est compétent sur ce poste? Le but de ce module de compétences, c'est de venir définir une grille précise par poste et par grade. Donc, on va d'abord définir son référentiel de compétences. Donc, pour chacune de vos compétences, vous allez préciser le niveau attendu pour chaque niveau d'évaluation. Cette grille, elle est visible de tous les collaborateurs. C'est donc transparent. On est bien dans le thème. Ici, un exemple, un consultant junior, on va se dire qu'il attend un niveau débutant en entraide. Par contre, un consultant confirmé, on attend un niveau intermédiaire. Et en fait, on vient décrire exactement pour chacun des niveaux qu'est-ce qu'on attend avec des exemples factuels. Ça permet donc d'avoir une grille très claire, très simple et partagée à tous. Ici, fini les approximations en entretien. Donc, le manager, il va s'appuyer sur ce référentiel. Inès maîtrise la rigueur au niveau intermédiaire, c'est supérieur aux attentes de son grade. L'évaluation, elle est transparente, mesurable et défendable. On peut pas, il n'y a plus d'approximatif.
Ici, on vous montre, vous pouvez le voir de manière en tableau, en graphique, à vous de choisir. Lucas vous propose les deux. Ça vous permet juste en un coup d'œil de voir si la personne, elle est au niveau attendu, en dessous des attentes ou au-dessus des attentes pour chacune des compétences. Bien évidemment, un poste, c'est un combiné de compétences. Une personne peut être très au-dessus sur l'une, en dessous sur l'autre. C'est à vous d'évaluer tout ça, de savoir est-ce qu'elle est au niveau des attentes ou pas. Mais ça vous permet au moins de tracer tout ça de manière claire. Ici, vous allez donc avoir vraiment chaque compétence et mon niveau attendu. Une fois qu'on a évalué ces compétences, c'est bien, mais on a aussi les objectifs. Les objectifs qu'on peut dire SMART. Pas de mauvais jeu de mots. Ici, il faut vous dire que pour chaque collaborateur, vous allez fixer des objectifs à suivre tout au long de l'année, par trimestre, semestre, à l'année, c'est à vous de voir. Et donc ensemble, ça vous permet de fixer des objectifs et de regarder dans votre campagne d'entretien où est-ce qu'on en est sur ces objectifs. Du coup, on voit le pourcentage, vous pouvez mettre des états d'avancement et vous allez me dire, mais c'est bien beau un objectif, mais comment c'est quoi un bel objectif? Et bien, c'est là où on a l'assistant IA de Lucas qui vient vous aider à faire ces fameux adjectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ça vous permet donc d'avoir des objectifs qui sont chiffrés, enfin qui sont avec un pourcentage d'atteinte chiffré, mais qui sont surtout qui ne posent pas au débat. Il n'y a pas de débat, pas de surprise, on sait exactement ce que c'est l'objectif, le collaborateur est au courant et surtout c'est clair. On évite reporter les compétences dans Lucas. Ouais, ok, mais ça veut dire quoi comme objectif? Et bien là, on a un objectif défini et très précis. Et donc, c'est ça qui est nécessaire pour l'évaluation de vos compétences. Et enfin, à la fin de vos entretiens, vous pouvez mettre une synthèse d'entretien. Donc, vous allez mettre une évaluation, inférieure aux attentes, conforme aux attentes, supérieure aux attentes. Bref, c'est à vous de définir votre échelle. Et cette fameuse synthèse se retrouve dans les campagnes de revue salariale. Donc, on a vraiment ce lien fort entre performance et rémunération pour vous permettre de justifier les deux. C'est un peu ce que la transparence salariale vous demande. Il va falloir justifier vos rémunérations par des critères. Et les critères de performance et d'atteinte d'objectifs, ce sont bien des critères que vous pouvez utiliser. Merci beaucoup, Séléné. Donc, on a vu les trois enjeux. On part maintenant sur le dernier, le quatrième, qui est du coup partagé. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le petit dernier qu'on appelle le rapport transparence salariale dans Lucas Rémunération. Si vous connaissez déjà le rapport index EGAPRO, qui vous permet de calculer votre note en quelques clics, le principe là, il va être le même. Ce rapport, il est là pour vous faciliter le travail, mais aussi pour vous garantir de pouvoir répondre en toute conformité à vos obligations de publication ou aux demandes des différents collaborateurs. Donc là, vous pouvez voir que j'ai sélectionné un établissement, j'ai sélectionné une nature, un type de contrat et la fin de la période de référence et surtout le regroupement des collaborateurs. On retrouve notre notion de travail de même valeur et donc on va pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a fait en amont, toute la préparation qu'on a fait en amont pour justement bénéficier des grades et de cette définition. Et donc, quand on lance le rapport, tadam, vous arrivez donc sur le résultat de vos différents écarts. Vous allez retrouver les écarts de rémunération moyen entre vos collaborateurs sur un poste de valeur égale, comme demandé par la directive. Évidemment, ça va vous servir pour mesurer une première fois vos écarts, mais c'est clairement un rapport que vous allez pouvoir faire tourner régulièrement pour suivre, mesurer votre progression, remettre à jour votre politique et améliorer vos pratiques dans l'entreprise. Donc voilà pour le rapport de transparence salariale. Et donc on a vu les 4 modules Lucas qui vont permettre d'être conforme face à cette directive. Donc le premier, structurer les référentiels, créer des groupes d'emplois comparables avec justement dossier RH, formaliser sa politique salariale avec Lucas Rémunération, objectiver sa performance et les compétences avec Lucas Performance, et le dernier, partager vos écarts via le rapport dédié avec Lucas Rémunération. Donc je vais arrêter mon partage d'écran et cette fois-ci du coup revenir sur notre présentation.
pour attaquer une autre partie qui va être du coup, j'imagine la question que vous vous posez tous. OK, mais par quoi je commence? Quels sont les chantiers prioritaires? Donc comme on a pu le voir tout au long de cette présentation, se mettre en conformité avec la directive, ça ne se résume pas à cocher une case réglementaire. C'est un chantier vraiment structurel dans votre entreprise qui va impacter la politique de rémunération, les outils RH, les managers et la direction évidemment. Donc il faut bien anticiper, comme a dit Séléné, vous avez encore un peu de temps, mais profitez de ce temps-là pour justement ne pas faire ça dans la panique à la fin de l'année. Donc pour nous, les chantiers prioritaires à mener avant 2027, donc en un, structurer les données RH de rémunération. En deux, formaliser la politique salariale. En trois, piloter l'équité salariale en interne. Et en quatre, communiquer et ancrer durablement les pratiques autour de la transparence. Et écoutez, il est 16 et nous arrivons à la fin de notre présentation. Donc ce que je vous propose, c'est que, on passe aux questions. Merci en tout cas pour votre attention. Alors, Séléné, on filtre du coup par questions à répondre en live. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une question. Je ne sais pas s'ils ils ont répondu dans le chat avant cette question ou pas. Mais on peut quand même y répondre. On va voir si on peut y répondre en live. Alors, où est-ce que nous définissons les valeurs de l'entreprise choisies pour définir les rémunérations, implication, responsabilité, effort, soutien des collègues, capacité de proposition construite, non atteinte ou dépassement des objectifs? C'est une question bien complète. Il y a plusieurs endroits. En fait, en fonction, c'est comme vous l'avez vu, c'est un peu en fonction du sujet, ça va être à différents endroits. Votre rémunération, ça va être dans les grilles de salaire. Les responsabilités, les efforts, on est plutôt sur les compétences. Vous avez vu, je vous ai montré un écran avec nos grilles de compétences et pour chaque niveau, ce qui est attendu, vous pouvez y mettre une définition, une description. Ici, vous venez y mettre votre définition et des exemples concrets. Donc, par exemple, les responsabilités, les efforts, ça peut venir ici. Donc voilà, ici, quand je vois implication, responsabilité, effort, soutien des collègues, capacité de proposition, j'ai un peu l'impression d'entendre plein de compétences. Donc pour moi, c'est plutôt des compétences que vous allez créer et associer à vos différents métiers. Sachez que vous pouvez créer autant de compétences que vous voulez et ça ne veut pas dire que toutes les compétences doivent être associées à tous les métiers. Sinon, c'est pas possible. Entre un sales et un développeur, on n'a pas du tout les mêmes compétences attendues et encore heureux. Du coup, voilà, ici, vous allez juste faire toutes vos compétences et ensuite, vous les listez en fonction de vos métiers. Et du coup, dans la description, vous pouvez y mettre les valeurs que vous avez définies. La non-atteinte ou dépassement des objectifs, c'est plutôt dans performance, justement, puisque nous avons un module d'objectifs dédié. Où donc là, vous pouvez définir les objectifs, vous pouvez y mettre des points d'étape, des pourcentages. Vous pouvez aussi les pondérer. Donc, ça veut dire qu'un objectif peut être plus important qu'un autre. Il n'y a pas de problème. Nous avons ces pondérations et donc ça vous permet de faire un score d'atteinte d'objectif qui se pondère en fonction de l'importance de l'objectif. Donc voilà. Et après, si vraiment vous avez une politique salariale rédigée, par exemple, vous pouvez la mettre directement dans rémunération dans vos campagnes de revue salariale. Vous avez une option pour mettre ce texte. Mais vous avez aussi notre solution qui s'appelle document partagé, qui vous permet de stocker tous les documents à destination de vos employés. Et donc là, vous pourriez très bien aussi y stocker un PDF reprenant l'intégralité de votre politique. Voilà, il y a plein d'endroits. C'est un peu en fonction du besoin pour savoir où vous voulez le mettre. On peut prendre la question de Stéphie juste après. Ouais. Quand Alors, entre en vigueur cette règle? c'est la grande question. On attend encore la réponse. Si tout va bien, on la transpose d'ici l'automne pour une application au 1er janvier 2028. Par contre, il faut savoir que l'Union européenne a quand même indiqué qu'elle ne souhaitait pas de retard.
On ne sait pas exactement ce que ça va impliquer, mais il y a de fortes chances que tout ce qui est lié par exemple, à la transparence au recrutement, l'interdiction de demander les salaires, soit imposé par l'Union européenne à partir du 1er janvier 2027 tout de même. Ce qui nous manque vraiment, c'est plutôt la façon de calculer, comment l'État va vouloir qu'on calcule ces écarts, quelles sont les natures de rémunération à prendre en compte ou pas. Voilà, c'est un peu vraiment cette transposition qui nous manque. Pour l'instant, c'est un peu flou, mais partez du principe que janvier 2027 est une bonne idée d'être à peu près prêt à ce moment-là, parce qu'on ne sait jamais, à tout moment, le gouvernement va aller très vite, même s'il y a un contexte politique assez particulier avec les élections présidentielles qui arrivent, etc. Mais voilà, il faut vous dire que ça peut bouger très vite, donc surtout avec l'Union européenne qui met un peu de pression. Est-ce que cette directive oblige les employeurs à afficher le salaire dans les offres? Une fourchette de salaire, pas un salaire précis. Il va falloir mettre une fourchette. Vous ne pourrez plus mettre rémunération selon profil. Donc, il va vraiment falloir indiquer entre 40 et 50. On n'a pas de détails non plus sur la taille de la fourchette. C'est pour ça que je vous ai dit en rigolant, pas un râteau, parce qu'entre 20 000 et 70 000, ça s'appelle une rémunération selon profil. Mais il va falloir le faire. On ne pourra plus écrire à définir. On ne sait pas encore exactement à quel point il va falloir mettre tous les avantages, etc., dans cette fameuse fourchette. Mais on vous conseille dès à présent de vraiment réfléchir à vos offres d'emploi et être les plus précis possible. On se doute que c'est compliqué, qu'il y a toujours des histoires. On ne peut pas donner un salaire très précis. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas. Donc voilà, c'est à vous de. Mais faudra quand même l'indiquer, cette fameuse fourchette. Merci Séléné. Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce que la directive intègre-t-elle un volet épargne salariale et retraite? Est-ce que ces dispositifs ont un rôle à jouer dans l'organisation? Alors, pour être très transparente, on va se renseigner pour vous répondre à cette question et éviter de vous dire quelque chose de complètement faux. Donc voilà, je préfère ne pas vous dire ça et on va se renseigner et on répondra à cette question par la suite. Est-ce qu'on sait si pour les seuils, il est nécessaire d'avoir 50 salariés en équivalent temps plein atteints sur 1 mois, sur 12 mois? Et quid pour les PME de moins de 50 salariés? Ils auront le temps de se structurer avant l'abaissement du seuil. Alors, c'est le fameux décret qui nous indiquera si c'est sur 1 mois ou sur 12 mois, ce fameux seuil des 50 salariés. Partez du principe que c'est plus ou moins comme l'index EGAPRO. Donc, si vous devez déjà le faire, c'est que vous allez devoir faire ce fameux rapport pour la transparence aussi. Si ce n'est pas le cas, pour l'instant, partez du principe que vous n'aurez pas à le faire. Pour les PME de moins de 50 salariés, en fait, c'est vraiment la différence entre une entreprise de 1 salarié et de 50 ou de 100, c'est vraiment juste ce reporting. Tout le reste, il va falloir le faire. Donc, les PME de moins de 50 salariés ont autant de temps qu'une entreprise de 300 salariés pour se structurer. Le seuil de reporting, pour l'instant, n'a pas prévu de baisser en dessous des 50 salariés. Donc, mais c'est vraiment juste cette seule notion qui est différente. Le reste, la transparence au recrutement, la transparence en interne, les corrections en cas d'écart, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de délai supplémentaire en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle dès maintenant, qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette transparence et qu'on vous dit de vous mettre en ordre de marche. C'est parce que c'est quelque chose qui prend du temps, on le sait. Et donc, on essaye de vous montrer et de vous aider à y aller de plus en plus vite et de manière la plus facile possible surtout. Super clair, merci beaucoup Séléné. Et ben, je crois qu'on a fait le tour des questions en live. Si on n'a pas d'autres, hein, n'hésitez pas. Et puis sinon, il est 25, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Un grand merci à tous pour votre participation. Vous l'aurez compris, Lucas offre une couverture super complète fonctionnellement pour vous aider à structurer et répondre aux enjeux de cette directive. Céline vous a partagé un petit lien pour vous rapprocher de nos équipes pour avoir une démonstration plus détaillée. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir plus de renseignements. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Céline.
Merci beaucoup Thomas. Au revoir.